Bonjour et bienvenue dans l'émission pour une vision citoyenne. Aujourd'hui, nous sommes sur le thème homme politique de la semaine et pour cela, j'ai le plaisir de recevoir notre invité élu maire d'Orsay, vice-président en charge du numérique, de l'innovation et de la recherche à la communauté de Paris-Saclay. Bonjour Monsieur David Ross et bienvenue. Bonjour Tony. Vous êtes chez vous aujourd'hui? Je suis ravi de jouer à domicile, comme on dit, dans le milieu sportif. D'abord parce que c'est une thématique qui m'est chère, que vous voulez aborder, et puis surtout parce qu'on est dans un lieu qui était en déshérence il y a quelques semaines encore. Ça a duré pendant plusieurs années, et puis on a eu une actrice de terrain, de Palaiseau, qui est venue sur Orsay, Stéphanie Lebozec, et qui a fait de ce lieu un lieu magnifique pour les entreprises, pour les futurs travailleurs, et pour cette émission télé. Je ne peux que confirmer, vous dire. Monsieur le maire, aujourd'hui, racontez-nous un petit peu votre quotidien d'élu local, parce que je sais que vous êtes très attaché aujourd'hui au territoire. L'histoire le démontre avec votre troisième mandat, je crois, aujourd'hui. Racontez-nous un petit peu votre parcours et surtout, qu'est-ce qui a motivé vos choix de continuer Alors, dans ces missions? d'abord, avant tout, mon métier, c'est pas la politique, je suis universitaire. D'accord. Et je suis, comme on dit, un produit du terroir orséen, puisque j'ai fait toutes mes études à Orsay. J'ai fait le lycée à Orsay, l'université, faculté des sciences à Orsay. J'ai été recruté maître de conférence à Orsay. Et je suis élu depuis l'âge de 18 ans. J'étais d'abord conseiller municipal à Bures-sur-Yvette, qui est une petite ville à côté d'Orsay, et puis maire adjoint à Bures-sur-Yvette, et maire d'Orsay depuis 2008. Donc, vous avez raison, c'est le début de mon troisième mandat. Donc, je suis attaché effectivement depuis que j'ai l'âge de 18 ans, je suis élu de manière continue. Donc, je vous laisserai faire les calculs, sachant que j'ai commencé en 88. Et donc, je suis très attaché au territoire et apparemment, en tout cas, les électeurs considèrent que le travail qu'on fait correspond à ce qu'ils en attendent, puisque évidemment, je suis réélu. Donc, ça, c'est pour la question du parcours. Et donc, du coup, les journées sont assez bien structurées, puisque j'ai gardé mon activité professionnelle à l'université. Et je souhaite vraiment que ma activité scientifique serve dans mon action politique et que l'action politique que je fais serve l'écosystème dans lequel j'ai plus de compétences, donc le domaine scientifique et de l'innovation en particulier. Donc une journée, c'est très rempli. Ça démarre souvent le matin tôt avec les cadres de l'administration pour fixer un petit peu les objectifs de la journée. On discutait en aparté tout à l'heure qu'on vient avec plein de choses à faire le matin et le soir, on s'aperçoit qu'on n'a pas fait le trois quarts de ce qu'on souhaitait parce qu'il y a eu d'autres choses qui se sont rajoutées. Hein. Ça, c'est le lot du quotidien de chaque élu et des maires en particulier. Et puis ensuite, on a des réunions assez structurées et c'est un peu la chance qu'on a sur notre territoire. Je crois que vous aurez un invité prestigieux après moi qui est le président de l'agglomération. On a beaucoup de sujets liés à l'agglomération et qui impactent fortement des villes comme Orsay. Ce qui nécessite qu'en plus de la fonction de maire classique, de répondre aux habitants sur les problèmes des trottoirs, des routes, de la lumière, des ordures mal ramassées, on a tous les enjeux du territoire sur les prochaines années avec Paris-Saclay font qu'on a des journées bien remplies, mais passionnantes. D'accord. Et justement, avec vos délégations aujourd'hui en charge de l'innovation et du numérique, quel est aujourd'hui le programme sur Orsay et puis aussi sur le plateau Paris-Saclay, puisque vous avez ces deux fonctions? Donc, alors, on a une université qui a fusionné avec un certain nombre d'organismes, donc l'université Paris-Saclay. On a un deuxième acteur qui est l'université autour de Polytechnique, puisqu'ils n'ont pas réussi à faire une seule entité. Mais donc, on a une concentration de matières grises assez exceptionnelle sur notre territoire. Et nous, on n'a pas l'ambition au niveau de l'agglomération de piloter tout ça. Je suis vice-président en charge de la recherche et de l'innovation, mais d'abord parce que je connais bien les scientifiques, ils ont un tel ego qu'ils ne supportent pas qu'il y ait quelqu'un qui soit en capacité de leur donner des consignes. Et au-delà de ça, parce qu'il y a une telle richesse qu'il faut la laisser vivre, et nous, on est plus là en rôle de médiation, et de voir dans quelle mesure toute cette richesse peut servir notre territoire. Et donc, moi, je souhaite faire sur ce mandat-là en particulier, comme c'est le troisième, on a beaucoup réfléchi sur ce qui n'a pas marché et sur ce qu'on a envie de faire avec ce qui est mis en place, de faire d'Orsay une sorte de living lab où on vient tester un grand nombre d'éléments liés à l'innovation sur notre propre territoire. C'est-à-dire qu'il y a deux axes. Il y a l'innovation qui va servir à attirer des entreprises. Typiquement, IBM s'est installé à Orsay il y a à peu près 2 ans. Ils viennent pour travailler sur l'intelligence artificielle. Donc, ils construisent un bâtiment à Orsay, hein, sur le plateau de Saclay, pour ramener 250 chercheurs pour travailler sur ces sujets-là et tenir compte de tout l'écosystème de formation qu'il y a sur cette thématique-là sur l'université Paris-Saclay. Donc, attirer des entreprises, premier acte. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que ces innovations aussi profitent aux habitants. Et donc, sur des thématiques expérimentales, qu'on puisse dire avant que votre technologie soit commercialisée, on pourrait avoir un accord pour la développer sur Orsay et voir si concrètement ça améliore le quotidien des habitants.
et en faire une sorte de vitrine. D'accord. Mais du coup, oui, pour avoir un petit peu le côté usage. C'est ça, l'usage un peu avant l'heure, mais aussi Mhm. pour eux, pour être en démonstrateur, entre guillemets. Et que répondez-vous aujourd'hui face à cette crise bon, sanitaire qu'on connaît, mais qui s'est transformée et qui découle aujourd'hui en crise économique, aux commerces de proximité aujourd'hui qui souffrent de cette crise, les TPE, les PME également. J'exclus un petit peu les grands groupes parce que les grands groupes ont mis des moyens en place aujourd'hui, notamment numériques, Mm. pour pallier à cette problématique. Mais du coup, les commerces de proximité, non. Et Alors, ouais. comment la collectivité enfin, comment la collectivité va travailler sur ce sujet-là pour les accompagner à justement. Alors vous avez raison, c'est un vrai enjeu parce que cette crise sanitaire dont on ne sait pas si elle est juste, c'est un épiphénomène ou si on va la retrouver avec des cycles compte tenu de tout ce qui se passe sur la mondialisation et la circulation du coup des virus qui vont avec. Il y a deux aspects. D'abord, il y a toute la question du monde du travail et sur le télétravail, justement. Oui. On a été obligé de l'organiser un peu en urgence. On s'est aperçu qu'il y avait un certain nombre de vertus sur la circulation de voitures, sur la capacité des fois à mieux travailler sur des dossiers parce qu'on est moins dans l'environnement quotidien où on doit répondre à des sollicitations en permanence. On y voit aussi les effets pervers de faire que du télétravail, pas que pour la fatigue des yeux, mais aussi le manque de repères sociaux dans une collectivité. Donc, moi, je l'ai vu au niveau de la ville. Donc, il y aura forcément un moment à trouver le juste équilibre, mais ça a apporté quand même des opportunités dans notre mode de fonctionnement qui peuvent être utiles pour certains aspects. Ça, il faudra faire le tri le moment venu. Sur le commerce de proximité, là encore, on a vu très vite, sans rien organiser, ceux qui avaient anticipé et qui ont monté par la débrouille, mais avec leurs compétences du click and collect, et qui ont assuré, alors sans remplacer tout leur chiffre d'affaires, mais qui ont conservé une partie de leurs clients à distance, mais tout en maintenant un petit peu une activité économique. Notre enjeu, nous, maintenant, au niveau collectivité, maintenant qu'on reprend contact avec eux, c'est de les aider collectivement à ce qu'ils puissent bénéficier de l'expérience, de ce qui a été fait ici, et puis l'expérience de ceux qui ont déjà réfléchi ou qui ont des produits à proposer pour développer ça. Ça ne remplacera pas le contact humain et le fait de rentrer dans une boutique et Non, de bien sûr. discuter. Mais moi, j'estime que 15 à 20% du chiffre d'affaires maintenant récurrent sera lié à la possibilité de faire du click and collect. Enfin en tout cas, d'avoir un site Oui, bien sûr. internet, utiliser une nouvelle technologie avec son smartphone pour commander le produit et savoir que si vous rentrez de votre journée à 7h15, ça ferme à 7h30, vous allez bien trouver votre Bien sûr, oui. baguette de pain ou le gâteau que vous aimez voilà, ou n'importe quel produit. Et ça, c'est intéressant parce que quand on discute avec des commerçants de proximité, notamment des commerçants de bouche, ils ont des heures où finalement ils travaillent peu. Et ils ont des heures où ils ont tous les clients qui font la queue pour avoir les produits. Et parmi leurs clients, dans les fidèles, il y a un tiers des clients qui savent exactement ce qu'ils veulent venir acheter avant d'entrer dans la boutique. Donc ils pourraient tout à fait être en capacité de préparer les précommandes sur du temps mort, D'accord. quitte à le compléter quand le client est dans la boutique d'autres choses, mais ils gagneraient du temps aussi pour la période de rush qui est entre 17h30 et 19h30. Ouais, ça leur change un petit peu du quotidien, mais du coup, les collectivités, vous les accompagnez plutôt dans la formation, plutôt dans l'information. Alors, les deux aspects, déjà information, parce que beaucoup ne savent pas que les choses existent. Oui, tout à fait. Et puis quand ils savent que ça existe, ça fait peur. C'est vrai, j'ai jamais fait ça, j'ai 50 On sent ans, quand même je qu'ils suis vieux, je dis ça parce que j'ai ils 50 sont ans. Hein, comme ça, réfractaires. j'aurais répondu à la question tout à l'heure pour ceux qui ne savaient pas faire les calculs. Donc, j'y arriverai jamais, je suis toute seule dans ma boutique ou tout seul, j'ai trop de choses à faire. Et donc, c'est une surcharge de travail et donc je m'y mets pas. Donc, l'idée, c'est de les convaincre, c'est leur intérêt et ensuite de les accompagner. Donc, on est en train de regarder différentes solutions. L'agglomération réfléchit aussi à une solution commune pour les villes. Les villes, en plus ou en parallèle, réfléchissent aussi à des solutions opérationnelles assez vite. On va croiser tout ça parce qu'on est dans une phase où on expérimente et on n'a pas forcément la bonne solution. Ça dépend des commerçants, ça dépend des produits. Enfin, voilà, il y a Oui, c'est un travail collectif. Ouais, tout à fait. Et il y a un autre élément, moi, qui m'a fait penser aussi à l'usage des nouvelles technologies pour les commerçants, c'est la question du stationnement. Souvent, on vous dit, ouais, alors, je serais bien venu acheter mon pain, mais j'arrive pas à me garer, donc je vais pas Orsay, je vais pas les eaux, ou vice-versa. Et on s'est aperçu que finalement, les places visibles, celles qui sont à proximité des commerces, sont souvent saturées. En revanche, on a fait faire une étude sur les places disponibles qui sont cachées, ce qu'on appelle les places chez des riverains, qu'ils utilisent le soir quand ils rentrent du travail. Et nous, on est dans un milieu où beaucoup de gens travaillent et ne rentrent pas avant 19h. Et donc, périmètre, par exemple, dans un centre-ville comme Orsay,
on se bat pour créer 15 ou 20 places, alors qu'on a potentiellement une poche de 250 places qui sont disponibles en journée, mais qui appartiennent à un privé. Donc toute la question, c'est comment avec les nouvelles technologies, donc il y a différents opérateurs qui proposent ça, on prend connaissance de ces places et on les remet à disposition des usagers via une application, là encore, hein, un smartphone. Mais en réutilisant les infrastructures existantes ou en venant... En utilisant les infrastructures. Alors, bon, sauf les parkings, par exemple, des résidences privées, là, des fois, il y a un petit peu d'aménagement à faire, de peinture, parce que tout le monde n'a pas envie de mettre sa place forcément en pot commun. Donc, il faut juste identifier les places. Et ça veut dire vous rajoutez une petite lumière à un endroit pour identifier que cette place est une place offerte, qui est offerte à l'usager qui souhaite l'utiliser. D'accord. Et du coup, ça m'amène à la question suivante. Quelle est votre vision aujourd'hui sur l'environnement? Parce qu'effectivement, on parle de technologie, on parle de numérique. Beaucoup diront que le numérique et la technologie aujourd'hui euh, ne va pas de pair avec l'environnement. Moi, j'ai mon avis, mais j'aimerais connaître le vôtre. Il est partagé, c'est-à-dire qu'il y a des aspects où il peut très clairement aider pour l'environnement. Un autre exemple sur les capteurs, parce que moi je suis très capteur, on souhaite mettre des capteurs aussi qui vont nous informer. Alors, c'est pas pour résoudre le problème, mais qui va nous informer, par exemple, sur le niveau de pollution de la ville en fonction de l'année, des périodes, qui peut être couplé d'ailleurs aux conditions météorologiques, et qui donne des indications et des indicateurs pour le décideur politique de mesures à prendre ou pas. Donc, à partir du moment où toutes les nouvelles technologies et toute la statistique qu'on peut faire dessus aide le décideur politique, il peut servir la cause de l'environnement. Mais à condition de prendre après les mesures politiques qui est à prendre. Donc moi ça je suis assez convaincu de ça. Alors ensuite on nous a souvent vendu, par exemple on a eu, qui était une très bonne décision du président de l'agglomération de fournir, on est plus de 80 élus dans le conseil, 96 je crois. On a tous eu une tablette. Alors pourquoi on a une tablette? C'est parce que quand on a un document, un conseil communautaire, c'est à peu près 1200 pages. Donc 1200 pages fois, allez, on va dire 100 élus, plus les commissions où les documents sont préparés en amont, vous arrivez sur des séquences où, d'une part, le coût financier économique de la tablette est amorti sur un mandat de 6 ans. Mais moi, je vois en tant qu'élu, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait tout imprimer. Quand vous êtes un vice-président sur 1200 pages, vous êtes concerné par, dans les grands soirs, 120 pages. Donc vous imprimez tout, puis après, vous mettez tout à la poubelle. Voilà, donc, un exemple sur l'usage du papier, là, très clairement, l'usage de nouvelles technologies peut permettre, dans nos fonctions d'élus, de faire un certain nombre d'économies. Toujours sur les capteurs, avec le président du syndicat des ordures ménagères, il y a maintenant des capteurs qui sont en train de se développer dans les endroits où on jette le verre. Je cherche le terme. Et du coup, le camion passe que lorsqu'il est plein. Donc ça évite que la sortie des camions soit optimisée, et donc de la consommation aussi énergétique qui va avec, en fonction de la collecte qu'il y a à réaliser. Les containers, c'est le mot que je cherchais. Et par ailleurs, ça permet aussi de dimensionner le camion qui doit passer. Des fois, vous envoyez des grands camions alors qu'il n'y avait rien à ramasser. Ou des petits, ils sont obligés de retourner à l'usine et de revenir sur place. Ce qui est dommage d'ailleurs avec les camions, c'est qu'on n'ait pas pensé, parce que la Poste commence à le faire, à changer son parc véhicule en voiture électrique. Les camions électriques, je sais qu'aujourd'hui, il en existe. C'est dommage parce que là, du coup, on connaît le point A, on connaît le point B du véhicule. C'est beaucoup plus simple. Alors que le parc véhicule du citoyen lambda, c'est plus compliqué puisque on s'en sert pour diverses raisons. Donc, vous prenez le point A et le point B, une fois encore avec les capteurs, vous pourriez imaginer qu'il faut aller du point A au point B par différentes routes en fonction de l'horaire et des bouchons connus statistiquement. Pour réguler le trafic. Pour réguler le trafic, parce que quand un camion qui ramasse des encombrants ou du verre qui est assez volumineux est bloqué dans la circulation, forcément son service est moins efficace. Et puis ça génère des colères. En plus, chez les habitants, les coups de klaxon, tout ça. Et, on se croirait presque à Marseille. Mais, presque. Du coup, votre vision, donc du coup, votre vision sur. Donc voilà, et je termine juste ça, c'est tous les effets positifs. En revanche, moi qui suis très ordinateur, la multiplication justement des clouds pour dire on n'a plus de papier sont de plus en plus aussi chronophages en termes énergétiques. Et c'est quelque chose qu'on n'avait pas estimé. Et donc là, mon avis n'est pas tranché, mais je pense qu'il y a un vrai enjeu aussi là-dessus. Alors, on a des gestes à adapter aussi également sur la partie numérique. Est-ce que du coup, la mairie, vous allez mettre des choses en place parce que j'ai cru comprendre que les mairies commençaient à regarder pour digitaliser dans les différents services.
Mais est-ce qu'il va être mis en place aussi ces gestes à appliquer au quotidien, notamment vider sa corbeille? Exactement, penser à bien éteindre en partant. Moi, en tant que maire, souvent, c'est moi qui fais le tour. Ça m'énerve, ça, c'est le truc. Ça m'énerve d'autant plus que, là, je vais vous faire une confidence, parce que c'est entre nous. Il arrive souvent que ce soit mes amis d'Europe Écologie Les Verts qui sont les derniers à terminer la réunion et qui quittent la salle et c'est pas éteint. Donc, je leur dis. Aïe, aïe, C'est un aïe. petit clin d'œil de mes amis Les Verts. Voilà, non. Et puis aussi, l'éclairage, c'est un vrai sujet. Nous, on a commencé l'extinction des lumières la nuit. Ça a été un peu compliqué parce que c'est un sujet très clivant dans la population. Ah oui, parce que la lumière sécurise. Alors, donne le sentiment de sécurité. Voilà, mais j'ai Mais- cru comprendre que finalement, ça générait aussi d'autres complications, Oui, alors, des trafics. alors en fait, oui, alors, bon, d'abord, quand on fait ça, je dis pour un maire, il faut être exigeant parce qu'il faut que les trottoirs soient bien entretenus. Parce que Oui, si jamais on met les trottoirs dans le noir et qu'il y a des trous tous les 100 mètres, le oui, maire est on est responsable d'accord. aussi des accidents. Donc ça nous oblige accessoirement à ce que ça se soit validé. Et puis aussi, ça nous oblige à communiquer parce que moi-même, quand je sors de réunion à 11h30 où il y a eu de la lumière forte, comme en studio, qu'on se retrouve dans le noir total, on voit rien, quoi. Donc Mhm. il y a aussi un Sauf côté, Noël. ouais, sauf que le côté culturel par rapport à ça. Mais ensuite, c'est une question d'habitude. Et quand on discute avec la police, il semblerait vraiment que les chiffres, même parce que c'est ça qui fait peur de Mhm. cambriolage, sont inférieurs lorsque tout est éteint que lorsque c'est allumé. Pourquoi? Parce que le cambrioleur, il est dans la même situation que la personne qui est confrontée au Mhm. noir. Mais lui, comme il a quelque chose à faire de précis, souvent il a une lampe torche. Et donc pour ceux qui surveillent la nuit, c'est plus facile de repérer une lampe torche dans du noir qui se Bien sûr. balade que quelqu'un, même s'il a une attitude patibulaire, dans de la lumière. Donc même en termes d'efficacité par rapport à ça, c'est quelque chose d'important. Mais nous, on le fait pourquoi? Pour les économies. Oui, parce que Pour, c'est, c'est considérable dans une collectivité, le ça parc peut, d'éclairage ouais, public. ouais, ça peut. Là, sur 6 mois, on était à 15 000 euros d'économie. Ouais, Donc, c'est pas négligeable. sur des créneaux assez limités. Mhm. C'est aussi utile pour la biodiversité. Il y a Bien beaucoup sûr. d'espèces animales qui ont besoin d'avoir leur cycle respecté. Même végétal d'ailleurs. Voilà. Alors, je sais, c'est pas très, très populaire, mais notamment pour les chauves-souris. Sauf que moi, j'aime beaucoup les chauves-souris depuis que j'ai appris qu'elles mangeaient les moustiques. Je me Ah, suis fait attaquer depuis 2 ans par les je suis moustiques. d'accord Donc, avec vous, moi c'est pareil. voilà. Mon nouveau logo, ça va être les chauves-souris. Donc, il y a de la biodiversité. Et moi, l'idée que j'ai, c'est que toutes les économies qu'on va faire sur un mandat, on les remette sur de l'investissement de l'innovation et notamment des capteurs pour qu'en fait on ait de l'éclairage intelligent. C'est-à-dire que plutôt que de dire Oui. c'est éteint à minuit, c'est allumé à 6 heures, on a déjà couplé ça à la lumière astronomique parce qu'il Mhm. y a des jours, enfin, il y a des jours, il y a des nuits, il y a la pleine lune, des fois il y a des nuages, donc en plus l'heure en tant que telle n'est pas suffisante pour répondre à la question de la luminosité. Et puis quand il y a un passage, le fait qu'un capteur déclenche de la lumière, Mhm. là c'est encore plus utile. Donc l'idée, c'est d'arriver à terme À vers quelque réguler, chose, ouais. voilà, réguler quelque chose qui soit un peu plus intelligent et qui corresponde aux attentes à la fois des habitants, mais au respect de la nature. D'accord. Mais ça, c'est un travail de long terme, hein. Oui, oui, Il y a tout à la fait. pédagogie, il y a l'investissement et puis il y a C'est l'expérimentation. dans votre programme d'ailleurs Oui, de. oui. Et on a accéléré parce qu'il y avait le confinement, mais on avait prévu de faire ça et on allait un peu plus vite. On a profité du confinement pour éteindre avant d'avoir discuté avec les Voilà, gens. avec les périodes de fête, là je pense que ça va être Ouais, un peu un peu plus différent. lumineux. Ouais. Voilà. L'émission va pas tarder à arriver à sa fin. Nous, on Déjà? a déjà, ça passe vite. Ouais, On a un rituel dans notre émission, c'est le jeu de mots. ouais, Je vous donne un mot et vous me dites ce qu'il évoque pour vous. d'accord. Si je vous dis environnement, Nature, si je vous dis numérique, fibre optique. si je vous dis. Il y a une raison d'ailleurs particulière pour le côté fibre optique? Oui, parce que je viens de corriger un exercice qui était un examen sur la fibre optique, donc ça me vient. Ouais, c'est ce qui est dans la tête, hein. Je sais pas, j'ai pas eu les questions avant, on peut dire ça aux auditeurs, donc c'est vraiment. D'accord. Ouais, non, mais parce que ça, c'est un des vecteurs importants quand on a voulu développer le numérique, mais il n'y a pas que ça. Mais Bah, c'est un peu les tuyaux voilà. aujourd'hui, Et effectivement, de puis tous c'est ces un sujet capteurs. aussi dans ma délégation, il y a des petits soucis de mise en pratique sur une partie du territoire. Oui. Oui, il y a tout l'inconscient qui sort, donc je sais pas ce qui va sortir à la prochaine question, hein, je garantis rien, hein. Si je vous dis territoire, Eh ben, agglomération Paris-Saclay. alors, si je vous dis humanité, Oula, euh, la femme, parce que la femme est l'avenir de l'homme. si je vous dis, et enfin, si je vous dis bonheur. Bonheur, famille. Monsieur le maire, pour le mot de fin, que souhaitez-vous faire passer comme message aux générations présentes et futures, et plus globalement aux habitants de votre territoire?
Bah, sur les générations présentes et futures, moi, le confinement, on a beaucoup parlé, à juste titre, des personnes isolées, des personnes âgées. Et moi, j'ai pris conscience, ça m'inquiète un peu d'ailleurs, que les jeunes ont beaucoup souffert du confinement. Et quand je dis les jeunes, ça va de 11 ans à, enfin, Mhm. de ce que je vois chez moi, parce que j'ai des 11-14 ans, mais de 11 ans jusqu'à 23-24 ans. Et je dis ça parce que c'est cette jeune génération qui doit aussi prendre son destin en main. Et ils ont beaucoup souffert du confinement. Alors c'est très étonnant parce qu'en même temps, ce n'étaient pas les premières cibles du virus, qui sont a Mhm. priori plutôt protégées, mais on leur a fait vivre des choses qui étaient. Voilà, il y a eu la génération SIDA et eux, ils ont eu la génération Covid. Et voilà, j'espère qu'on pensera à eux dans tout ce qu'on va faire dans la suite sur la phase de déconfinement parce que on a besoin d'eux pour la suite et qu'ils soient actifs et acteurs de leur propre destin. Monsieur le maire, sur ces bonnes paroles, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Ben, merci pour votre invitation. Vous êtes en direct du web magazine Ville Intelligente Mag et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles rencontres.